là, vous voyez les investissements qu'ils prévoient, c'est tout simplement pharaonique. OpenAI, ceux qui ont sorti le ChatGPT, ils veulent investir 1400 milliards dans les data centers. Évidemment, ils devraient encore trouver la banalité de l'énergie de 20 EPR jusqu'en 2030. Et ça, c'est les déficits que OpenAI planifie. Et là, ils pensent tout d'un coup, là, ils vont faire beaucoup de bénéfices. Mais comment est-ce qu'ils veulent faire ce bénéfice? Ça, ils n'expliquent pas. C'est pourquoi il y a des gens qui disent maintenant de comparer certains humains à des lemmings. Et on ne comprend encore pas trop pourquoi, de temps à autre, ils courent tous ensemble dans le même sens et ils veulent traverser un lac ou ils veulent même traverser l'océan et après se noient. Mais voilà, les humains commencent à être comme des lemmings. Bonsoir, merci d'être venu. Donc ce soir, nous allons avoir une conférence par Peter Strack, qui est franco-suisse, ingénieur en électronique et informatique. Il a dirigé pendant 30 ans un bureau d'études dans le domaine de la métrologie et de l'informatique. Et il est également philosophe, théologien, assez averti de tous ces domaines-là. Il nous en fera un petit peu part. Et puis il va nous parler d'un sujet qui est très débattu actuellement, qui est l'intelligence artificielle, et quelle différence y a-t-il entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Je vous prie, Peter, à toi la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour que vous ne vous posez pas la question pendant toute la soirée, qu'est-ce qu'il a comme accent bizarre, vous connaissez sûrement l'accent des Suisses romands. Mais moi, je ne viens pas de là. J'ai l'accent des Suisses allemands. Donc je suis originaire de Zurich, ou du canton de Zurich. Donc voilà, et j'étais jamais très doué en langue, ce qui fait que même après 40 années en France, j'ai toujours gardé un peu d'accent. Et j'espère que vous n'allez pas avoir froid au dos si j'ai une fois mélange un le avec un la, et si le jupe sonctif n'est pas toujours bon, parce que vraiment j'étais pas très bon en langue. Mais ça ne m'a pas trop empêché quand même de faire mon métier d'électronique et informatique. Alors, pour commencer, voilà un peu les sujets qu'on va regarder. D'ailleurs, ceux qui voudraient avoir tout le PowerPoint, il suffit que vous laissez l'adresse mail, votre adresse mail à moi ou à Jean-Luc, et après je vous donnerai un accès. Le fichier est un peu trop grand, je ne peux pas l'envoyer par mail, mais je peux vous envoyer un lien que vous pouvez télécharger. Alors voilà, on va regarder d'abord un petit résumé sur les forces et les faiblesses de l'IA. Après, on va regarder les réseaux de neurones humaines et la manière, très grossièrement, comment on apprend. Et après, on va voir comment ça a inspiré les ingénieurs en informatique sur les réseaux neurones virtuels qu'ils ont créés dans les machines et comment ils les entraînent ou comment ils les mémorisent. Après, on va voir aussi les limites de l'IA, les limites financières, énergétiques et techniques. Et on va voir le coût social. Il y aura beaucoup de choses à dire. Je vais faire quelques choses parce qu'il y a quand même des risques d'addiction pour certaines applications. Il y a un nouveau concept que j'ai découvert, les lemmings. Vous savez peut-être, c'est les petites bêtes là qui courent tous dans le même sens. Et là, quelqu'un a créé un mot, les LLM, lemmings. Et bien sûr, les arnaques et autres choses. Et on va regarder des conclusions philosophiques. Il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. Et il me semble que ça c'est tout aussi important parce que l'IA, la plupart des gens essayent de la limiter aux questions techniques. Mais il y a derrière ça aussi toute une philosophie transhumaniste que je voudrais bien que vous compreniez. Et aussi, quel est ce que nous pouvons dire, nous, en tant que chrétiens qui avons une autre philosophie, qu'est-ce que nous pouvons dire à ça? Et quels sont les enjeux auxquels que nous pouvons proposer à la société? Alors ça, un psychologue et sociologue, Harald Welzer, un Allemand que j'aime bien, qui a dit « Depuis un siècle, on nous a aidés à marcher tant et si bien qu'on a perdu la capacité de la marche. Maintenant, on nous aide à penser jusqu'à ce que nous perdons la capacité de penser par nous-mêmes. » Je pense que ces deux citations, ça nous montre, avec toutes les voitures et tout ce qu'on a, on marche plus assez, on ne bouge plus assez, et là, il y a un risque sur la pensée. Alors, le résumé. L'IA est bonne dans les domaines où il y a beaucoup de données de qualité sur Internet. Et j'insiste, de qualité.
Donc, l'IA est bon pour les métiers dont la formation nécessite beaucoup d'apprentissage par cœur. En médecine et en droit, on doit apprendre beaucoup de choses par cœur, et dans ces applications-là, ou même en informatique, là aussi, on doit apprendre beaucoup de choses, plus ou moins par cœur. Là, elle est vraiment efficace. Beaucoup de données complexes avec peu de raisonnement ou des raisonnements relativement courts. Vous n'avez pas besoin de développer une hypothèse sur une hypothèse sur une hypothèse. Là, ça commence à devenir trop compliqué pour l'IA. Ensuite, elle peut chercher des similitudes dans des grands volumes de données, par exemple pour les images, pour l'interprétation de radio et des choses comme ça. Elle peut aussi faire des calculs de processus qui sont très bien documentés par les ingénieurs. J'ai un fils ingénieur responsable des procédés industriels d'une entreprise de production de produits chimiques. Lui, il dit pour lui, ça lui aide vraiment parce que des choses qu'il devait faire tout à la main, là maintenant la machine lui fait pour lui. Des trucs assez standards, mais qui gagnent beaucoup de temps. Vous créez des vidéos, des musiques, des livres, et des informations fausses. Là, elle est très bonne et elle peut vraiment créer des vraies addictions. L'IA est assez mauvaise dans les domaines où il y a très peu d'informations sur Internet. J'ai testé les 5-6 difficultés les plus difficiles que j'ai dû résoudre dans mon métier en tant qu'ingénieur, où on était vraiment à la limite de la physique. Et là, où il n'y a rien sur Internet, où j'ai cherché, et moi-même je n'ai mis rien sur Internet non plus, quand je lui pose ces questions, elle me sort toutes les informations que les ingénieurs apprennent à l'école, mais elle ne m'a pas aidé pour aller plus loin. Parce qu'il y a pas beaucoup de données, très peu, et il fallait faire des hypothèses tout plein, ou que peut-être personne a fait dans ce contexte avant vous, donc là, elle est vraiment pas bonne. Ou un autre exemple, si vous posez la question combien de départements ont un nom en 6 lettres, GPT-5, donc c'est la dernière version, GPT a dit 8, mais en réalité il y a 15 départements et GPT-5 a inclus la Corrèze qui a 7 lettres. Sur ce genre de choses, vous trouvez vraiment pas d'informations sur Internet, donc elle doit essayer de faire quelque chose et avec sa manière de fonctionner, elle a beaucoup de peine, et ça nous allons voir. Elle est aussi mauvaise parce qu'elle n'a pas l'expérience de la réalité et des relations sociales, c'est une machine, hein, elle n'a pas de corps. Mais elle n'a pas d'expérience, donc si vous lui envoyez une petite vidéo des Simpsons et vous dites à quel endroit est-ce qu'il faudrait rire, où est-ce qu'il y a de l'humour, elle ne trouve pas. Voilà, je voudrais vous montrer un tout petit peu quelque chose sur le cerveau humain, parce que c'est ce cerveau humain qui a inspiré les chercheurs. Donc dans un cerveau humain, vous avez, ça c'est un neurone, où il y a un noyau, et après, il y a des axones qui ont jusqu'à 10 000 terminaisons synaptiques. En tout, il y a à peu près, dans un cerveau humain, 100 milliards de neurones, multipliés par 10 000 connexions synaptiques. Et là-dedans, il y a 100 neurotransmetteurs, hein, comme par exemple sérotonine, dopamine, adrénaline, histamine, endorphine. Et il y a 3000 types de cellules différentes dans un cerveau humain. Le noyau, là, il manipule un peu les signaux, mais j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé, on ne sait pas comment est-ce qu'il les manipule. Et là, un peu plus complexe, donc ça c'est le neurone, mais il y a aussi les astrocytes qui régulent aussi le flux d'informations entre les neurones, et ils sécrètent une protéine qui fait que les neurones ils font plus facilement des connexions synaptiques. Ça c'est d'ailleurs une particularité, semble-t-il, dans le cerveau humain qu'on ne trouve pas chez les animaux. Ce qui fait que chez les humains, la quantité de connexions synaptiques est plus importante et se développe plus vite. Mais on ne sait pas non plus comment les astrocytes régulent les signaux. Oligodendrocyte, il a aussi, ça isole un petit peu les fibres nerveuses là. Ça manipule aussi un peu les signaux, on ne sait pas trop comment elle le fait, et après encore les microglies qui font un peu le ménage quand il y a des choses qui ne marchent plus ou des connexions qui sont tombées ou des choses comme ça. En bref, un petit peu le cerveau humain. Alors nous, on apprend. Et on apprend parce qu'on a une expérience de la réalité grâce à notre corps. Par exemple, vous avez sûrement déjà vu des bébés sur une chaise haute. Qu'est-ce qu'ils font? Vous leur mettez une cuillère, ils laissent tomber, ils regardent. Vous connaissez un bébé qui n'a pas fait ça?
Et quand il l'a fait 10 fois, les parents commencent à être énervés parce qu'il dit, il se moque de moi là. Et si vous lui donnez un verre, il le laissera tomber aussi, parce que ça ne fait pas le même bruit. Et si vous donnez un verre à cristal, il le laissera tomber aussi, parce que ça fait encore une fois pas le même bruit. Et si vous lui donnez 10 verres à cristal, il faudra vérifier que les bruits soient toujours les mêmes. Parce que, imaginez-vous, il poserait la cuillère sur la table, et tout d'un coup, tout seul, la cuillère, au lieu de tomber, ça va au plafond. Imaginez-vous que ça vous arrive pendant le repas du soir, ce sera vraiment très déstabilisant. Donc l'enfant doit apprendre qu'il y a une réalité physique, et cette réalité physique, elle se comporte d'une manière cohérente, et toujours cohérente. Certains enfants ont compris que le cuillère tombe au bout de 10 fois, certains, ils sont un peu plus sceptiques, il leur faut 50 fois. J'ai fait une expérience avec mon petit-fils, un de mes petits-fils, qui avait un camion comme ça. Et là, j'ai enlevé les voitures en dessous, j'ai laissé une voiture au-dessus, et j'ai incliné ce plan-là. Et les voitures, elles tenaient parce qu'il y avait des tout petits encoches. Alors j'ai poussé la voiture tout doucement pour faire sortir l'encoche, et tout d'un coup, cette voiture, à cause de la pente, est sortie et est partie tout seul. Ça l'a fait rire, mais je ne l'ai jamais vu rire comme ça. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il rit comme ça? J'ai remis la voiture en place, deuxième fois, rire. Troisième fois, rire. L'après-midi, rit plus. Il a compris, une voiture. Après, je lui ai montré l'encoche pour les roues et tout ça, je lui ai expliqué. Après, ça ne faisait plus rire. Mais l'expérience de la réalité, pour lui, était un truc qui lui donne un coup de pied, ça roule. Mais si tu ne fais rien, ça ne doit pas commencer à rouler tout seul. Dans sa tête, il n'avait pas compris. Une fois que j'ai tout expliqué, il a compris, il arrête de rire. Donc l'enfant, vous imaginez pas combien il apprend des choses de la réalité que nous, on prend quelque chose comme normal. Un verre. Combien de fois j'ai pas entendu mes enfants crier avec un de leurs petits-enfants parce qu'il y avait un verre, ils ne voulaient pas le verre, parce qu'ils voulaient du chocolat et pas de l'eau, et pousser le verre en haut et ça renverse. Parce que personne n'a expliqué les lois de la physique sur la friction et les forces. Si vous poussez le verre en dessous, il ne tombe pas, il ne s'en renverse pas. Mais lui, il doit apprendre, un verre, si on veut le pousser, il ne faut pas pousser en haut, il faut pousser en bas. Et un enfant apprend de la réalité comme ça. Que les feuilles mortes, mouillées, soient glissantes, mais on l'apprend. Peut-être on l'apprend en tombant, on se fait mal, en tombant on se fait mal à la main, ça fait une douleur qui renforce la mémorisation, ce qui fait qu'après l'enfant, les feuilles mortes sont glissantes. Et le jour où il apprend à conduire une voiture, il saura toujours que les feuilles mortes sont glissantes. Donc la régularité des lois de la physique, c'est vraiment rassurant. Et l'enfant a besoin d'apprendre cette régularité et fait ses expériences. Et croyez-moi que la régularité des lois morales sont tout aussi rassurantes. Si vous avez des parents qui un jour interdisent un truc, le même truc, le lendemain ils autorisent et le surlendemain ils interdisent, et le papa dit pas la même chose que la maman, c'est aussi déstabilisant à long terme qu'une cuillère qui monte au plafond. Pousser un verre d'eau ou autre chose, la réalité ne s'adapte pas à l'enfant. C'est l'enfant qui doit apprendre à s'adapter à la réalité. Les feuilles mortes, mouillées, mais ils ne s'adaptent pas à l'enfant. L'enfant doit apprendre à marcher sur une pente sans glisser, sans tomber. Et aussi, encore un tout petit quelque chose sur le volume de données. Un enfant de 4 ans, rien que par la vision, de réveiller, un enfant qui est 16 000 heures réveillé, elle a reçu autant de données que tout ce qui se trouve sur Internet. Donc notre cerveau traite une quantité phénoménale de données rien que par la vision. Donc tous les humains ont une expérience de la réalité qu'ils acquièrent. D'ailleurs on permet bien aux enfants de 12 ans de ne pas conduire parce qu'ils n'ont encore pas fait assez l'expérience de la réalité. Ils ne connaissent encore pas assez les dangers. Mais l'IA n'en a pas. Elle n'a pas de corps. Elle n'a que ce que nous allons voir là. Voilà, ça c'est un neurone virtuel. Donc, ici, vous avez des chiffres qui rentrent, des chiffres entre -1 et +1, et ces chiffres sont différents pour chaque mot français, ou pour chaque syllabe. Chaque syllabe a un chiffre, et en fonction de ce chiffre, ça correspond à un mot.
Et après, chacun de ces chiffres-là est multiplié par un facteur. Si le facteur est 0, mais il sort 0. Si le facteur est 1, c'est le chiffre entier qui rentre. Et après, on fait une somme pondérée, et après une fonction d'activation qui pourrait être quelque chose comme ça. Et ça, c'est la sortie. Si vous voulez, ça, c'est un neurone virtuel. Les synapses, si vous voulez, c'est là que ça rentre. Il y a ce facteur de multiplication, la somme pondérée, une fonction transfert, et ça sort. Et après, il y a un seul neurotransmetteur, il n'y en a pas 100, parce qu'il n'y a qu'un chiffre entre moins 1 et plus 1. Il n'y a même pas de chiffre complexe, qu'on pourrait dire comme ça, il y aura au moins 2 neurotransmetteurs, non, il n'y en a qu'un seul. Et après, on crée des réseaux. Ça, c'est un de ces neurones virtuels. Là, il y a 3 entrées qui vont sur chacun de ces neurones virtuels. La sortie, il y a une sortie qui va sur tous les autres. Et la même chose, plein d'entrées, une sortie qui va sur tous les autres, et on fait comme ça un réseau. Donc ici, à chaque fois que vous avez des facteurs de multiplication, et à la sortie, vous avez de nouveau des chiffres entre moins 1 et plus 1. Et ne vous imaginez surtout pas qu'il y a quelque chose de physique. Dans le cerveau humain, il y a quelque chose de physique. Là, il n'y a rien de physique. Une connexion comme ça, c'est une ligne de code de ce genre-là. Vous prenez une entrée qui est égale à la sortie multipliée par le facteur de l'entrée, et ça, de nouveau, ça donne une sortie. Il n'y a aucune connexion physique, c'est que des immenses tableaux de chiffres et des immenses tableaux de code. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On présente ici à l'entrée des images, des textes ou des sons, et après on calcule tous ces facteurs sur les neurones pour avoir à la sortie quelque chose qu'on voudrait bien avoir. Et ça, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc ici, il n'y a pas seulement 2 couches intermédiaires, il y a plusieurs centaines de couches intermédiaires dans les grands modèles. Par exemple, ChatGPT-5 possède à peu près 1500 milliards de paramètres ou de facteurs. Il parle toujours de paramètres, mais en réalité, c'est les facteurs de multiplication. Et 1 milliard de neurones virtuels. Donc 1 milliard de points comme ça, par rapport aux 100 milliards du cerveau humain. Alors voilà comment il programme ça. Donc ici, il y a une entrée. Admettons, cette entrée-là, c'est une phrase, la souris est mangée par le chat. Alors, le logiciel, lui, il dit, ok, je vais une fois supprimer dans cette phrase un mot. Je mets cette phrase à l'entrée. Sans ce mot, je regarde qu'est-ce qui sort. Et la première fois, il y a quelque chose qui sort qui est au hasard. J'ai mis colorier, mais ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être crocodile. Il y a quelque chose qui sort au hasard. Après, il calcule une erreur. Est-ce qu'on est loin du mot qu'on a supprimé, c'est-à-dire manger? Et on fait une optimisation, et après on commence à tourner sur tous ces facteurs, sur toutes les couches. Jusqu'à ce qu'à la sortie, j'ai retrouvé ce que j'ai enlevé à l'entrée. Et après, on fait la même chose. On supprime le mot par, le chat, un mot après l'autre. On supprime, on tourne sur les facteurs, jusqu'à ce qu'on récupère le mot qu'on a barré. On sait ce qu'on a barré, hein. Donc on peut tourner sur les facteurs jusqu'à ce qu'on le retrouve. Et après, on fait ça avec tous les textes qu'on trouve sur Internet. Ce processus. Par exemple, la société française Mistral, elle n'a pas les sous pour faire des très très grands modèles. Vous mettez tous les textes sur Internet, eux ils ont choisi, on va sélectionner des textes qui sont vraiment intéressants. Par exemple, ce qui se passe sur Facebook n'est pas tellement intéressant pour un ingénieur en chimie. Donc eux ils disent, bon, on va chercher toutes les publications scientifiques, tous les livres qu'on va faire avec les ingénieurs, on met ça dedans, mais pas tout ce qu'on trouve sur Facebook. Donc ils peuvent faire un très bon modèle qui est très adapté à certains besoins avec des coûts beaucoup moindres. Mais les très grands modèles, ils mettent tout simplement tout dedans. Après, il y a une fenêtre de contexte. Moi, j'ai encore dans ma vidéo ici, donc par rapport à 32 000 mots, mais en réalité, ils sont déjà maintenant plutôt à 1 million de mots. Des très grandes fenêtres de contexte. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que vous pouvez lui mettre presque un livre entier à l'entrée, pas seulement une phrase comme je vous ai montré, mais tout un livre, et après lui demander de faire quelque chose, un résumé, ou de comparer un autre livre, ou je ne sais pas quoi. Mais avec toutes ces informations que l'Internet a fournies à ces modèles, ils doivent quand même avoir un module de politique générale, et un module de valeur, et un module de renforcement. Pourquoi?
si vous demandez quelle est la façon la plus discrète de tuer mon voisin, et où est-ce que je peux acheter des produits pour le faire, il ne devrait pas vous donner toutes les instructions. On ne devrait pas inciter les gens, ou si quelqu'un dit comment est-ce que je pourrais me suicider, il ne devrait normalement pas donner une réponse. Donc il y a besoin d'un module de valeur. Et d'ailleurs, ces modules de valeur sont très importants, sauf que qui est-ce qui les définit? Et après, un module de renforcement. Parce que les IA, quand ils se trompent, il faut leur dire, ah là, tu t'es trompé. Avoir dans le module de renforcement, vous dire, ok, là, il faut donner une autre réponse. Là, elle ne va pas recommencer à l'entraînement du tout. Il y a un module de correction, si on veut, ou renforcement. C'est un peu comme un enfant, s'il fait une bêtise, vous le corrigez jusqu'à ce qu'il fait plus de bêtises. Mais là, c'est un petit peu la même fonction. Et actuellement, il y a près de 100 000 humains qui doivent dire toujours est-ce que telle chose est vraie ou telle chose est faux. C'est un travail colossal pour chaque nouveau module. Et voilà la structure informatique, c'est le mot pour vous dire, ici c'est le module de renforcement, le module de valeur, et ici c'est l'utilisateur rentre quelque chose là. Là c'est la politique générale, et après, à la sortie, encore une fois un module de valeur, et encore une fois un module de politique générale, et c'est là-dedans qu'il y a toutes les informations. C'est vraiment pour vous dire qu'au fur et à mesure que les modules deviennent plus grandes et ils doivent corriger toujours plus d'erreurs, ce module-là, les coûts augmentent considérablement. Donc, une fois qu'ils ont fait ça, le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle cherche les mots les plus probables. Après tout ça. Donc, si vous avez une phrase, la souris a été mangée par le chat, si vous ne donnez pas le mot chat, lui, il va dire la réponse c'est chat, 80%. Renard, 10%, hibou, 5%. Mais si dans cette grande fenêtre de contexte, on voit qu'il y a un livre qui parle toujours de la forêt, dans ce cas, évidemment, les probabilités changent. Dans un forêt, c'est les renards qui mangent plus de souris et les hiboux aussi plutôt que les chats. Donc, c'est ça le sens de la fenêtre de contexte, ça change les probabilités des réponses. Mais en fin de compte, c'est toujours le mot le plus probable dans une séquence de mots qui est sorti. Donc, ces textes sont une séquence de probabilités de mots basés sur les textes de l'Internet, après filtrage par les modules de valeur et de politique générale. Et par exemple, pour comparer à Wikipédia, les textes là sont un résultat de débats et d'arguments publics. Vous pouvez voir tout l'historique de tous les débats, tous les arguments sur un sujet. Alors que pour les modules de valeur, il y a quelques personnes dans une grande entreprise qui décident quelles sont les valeurs qu'il faut mettre, et en Chine, c'est évidemment le Parti communiste qui va le dire. Ces grands modèles sont très convaincants à des gens qui n'ont pas vraiment été éduqués à l'esprit critique. Ils sont vraiment très convaincants. Et ça, ils ont fait une expérience. Ils ont laissé des étudiants qui se déclarent de droite et de gauche, devaient s'imaginer d'être un maire d'une ville qui a un budget excédentaire, qui doit dépenser. Et il peut demander conseil à une intelligence artificielle. Donc les étudiants qui penchent à gauche, mais l'IA penche à droite, ils donnent plus d'argent aux anciens combattants. C'était influencé par la politique de droite de l'IA. Ou les étudiants qui penchent plutôt à droite, mais l'IA penche à gauche, ils ont la tendance d'augmenter les impôts pour les riches. Et là, dans l'économiste, vous voyez sur toute une série de choses comment les IA, ils ont vraiment des valeurs qui communiquent. Et on voit pour l'instant, la plupart des IA se penchent plutôt à gauche aux États-Unis. Pas tous. Donc, devrait donc, par la loi, au moins obliger les IA à donner des différents points de vue. Ça me semble un minimum. Si les gens donnent un avis sur quelque chose, qu'ils donnent différents avis pour que l'humain après doit pouvoir être capable de choisir. La Chine exige que les valeurs socialistes soient dedans dans ses valeurs, et sinon c'est censuré. Et donc je vous donne un conseil, gardez vos livres papier, surtout sur l'histoire et la géographie. Mais à certains de mes enfants qui travaillent beaucoup avec l'IA, ils ont compris, ils ont dit papa ne jette surtout pas les livres papier. Vous comprenez pourquoi maintenant, hein?
Alors un peu quelque chose très bref sur les images. Comment ils font avec les images? C'est en principe le même modèle. Là, vous avez une image qui est un chat, qui est normale, et là c'est une image aléatoire, comme autrefois sur les vieilles télé quand l'antenne était débranchée. Et on dit, alors ok, je prends chaque pixel dans cette image, je prends 95% de poids là-dessus, et j'ajoute 5%, je mets un peu de bruit dans cette image, et je trouve une image comme ça, qui est bruitée. Ça correspond comme si vous supprimez un mot dans une phrase. Vous avez supprimé un peu d'information dans l'image. Après, on met cette image que vous avez un peu bruitée à l'entrée, vous tournez nouveau sur tous les facteurs jusqu'à ce que vous retrouvez l'image que vous avez eue au début, à la sortie. Donc c'est la même chose, on a une information, on supprime un peu le contenu, on tourne sur les facteurs jusqu'à ce qu'on récupère ce qu'on a supprimé à l'entrée. Et donc là, vous faites ça avec tout plein d'images, et c'est comme ça qu'ils arrivent à programmer des intelligences artificielles qui sont capables de créer des images, et celui qui sait créer une image, c'est créer une séquence d'images, donc des vidéos. Alors ça fait comme ça, après vous pouvez lui dire à cette IA, dessine-moi un chat gris et blanc, on lui donne un bruit à l'entrée, où il n'a rien. Et donc, en fonction des textes qu'on lui a dit, il va, par plusieurs étapes, il va commencer à récupérer une image qui n'existait pas avant. Mais avec les textes qu'on lui a donnés, on sait lui influencer un petit peu cette grosse machine-là pour qu'il récupère tout doucement une image. Et donc, comme ça, on peut créer des images en fonction du texte qu'on lui a donné. Et déjà en 2023, la plupart des spécialistes pensent qu'on arrivera à faire maintenant des images synthétiques tellement plus vraies que nature qu'on n'arrivera plus à détecter le vrai du faux. Après, on a aussi vu, c'est assez récent, que cette manière de travailler, en réalité, c'est une certaine forme d'apprentissage. On donnait un prompt à cette IA qui s'appelle Claude, et elle a reproduit quasiment la totalité du texte de Harry Potter, du roman de Orwell 1984, Frankenstein et d'autres. 13 livres, ils ont testé comme ça. Si vous donnez quelques indications à l'IA, elle arrive pratiquement à vous récupérer tout le texte. C'est-à-dire que c'est une certaine forme de mémorisation qu'ils font dans cette machine, et ça c'est très important pour les procès en cours sur les, comment on dit, copyright, droits d'auteur, voilà. Et ça c'est une photo qui était sur Internet. Ils ont suffi de donner une image semblable avec une petite instruction, et voilà, ils ont récupéré cette image à la sortie, ce qui montre qu'ils ont pratiquement sauvegardé cette image dans la grande mémoire. Et il y a donc un risque maintenant, si on peut vraiment prouver que c'est une certaine façon de mémoriser le contenu de l'Internet, que ce soit des livres ou des images, mais ils vont avoir des problèmes de copyright. Et le juge pourrait même aller pour dire, mais là, vous devez réentraîner votre système, vous ne pouvez pas faire des trucs de copyright avec tout le monde, c'est pas possible, réentraîner tout le système pour qu'il ne sorte plus comme ça, et là, à mon avis, c'est la faillite de l'IA. Il n'y a jamais un juge là-dessus. Après, il y a des IA qui vont travailler avec des robots. Et là, je pense que ça, c'est la révolution qui va venir les prochaines années. Là, ils ont fait une très bonne mécanique. Là, un robot qui s'appelle Optimus, c'est Tesla qui a fait ça. Ils pensent que le prix va être aux alentours de $25 000. Et quand on le voit, il arrive vraiment déjà à marcher presque comme un humain, à bouger les doigts presque comme un humain. Donc ils veulent investir 1000 milliards dans des data centers pour avoir 1 million de robots de ce genre-là. Et là, vous voyez les investissements qu'ils prévoient, c'est tout simplement pharaonique. OpenAI, ceux qui ont sorti le ChatGPT, ils veulent investir 1400 milliards dans les data centers. Évidemment, ils devraient encore trouver la banalité de l'énergie de 20 EPR jusqu'en 2030. Et ça, c'est les déficits que OpenAI planifie, parce qu'ils veulent tellement investir dans des data centers, mais phénoménal. Et là, ils pensent tout d'un coup, là, ils vont faire beaucoup de bénéfices. Mais comment est-ce qu'ils veulent faire ce bénéfice? Ça, ils n'expliquent pas. Et moi, je ne m'explique pas non plus.
Moi, peut-être, est-ce qu'ils vont arriver à vendre des publicités d'une manière hyper efficace parce qu'ils leur ont rendu tout plein de gens addicts avant? Quel est leur plan? Je ne sais pas. En tout cas, même des économistes, ils disent là, il y a quelque chose qui cloche. Investir tellement dans les data centers dont le fonctionnement coûte cher, et je ne sais pas comment ils pourraient gagner tellement d'argent. Par contre, ces robots, si vraiment on aura assez d'énergie et assez de capitaux qui sont à faible taux d'intérêt, parce que Wall Street demande, avec des rentabilités du capital de 14%, il y a longtemps. S'ils arrivent à avoir des capitaux moins chers, ils pourraient probablement faire des robots comme ça, qui peuvent remplacer 50% des emplois manuels. Ça, je pourrais m'imaginer. C'est une devinette de ma part. Parce qu'ils ont déjà arrivé, par exemple, à manipuler des œufs. Si on fait une très bonne mécanique avec des moteurs linéaires qui sont très, très bien calibrés, ils peuvent maintenant manipuler des œufs. Ils peuvent remballer des paquets. Amazon sera sûrement content d'avoir des robots pour remballer ces paquets. Ils peuvent garder les enfants. Ils peuvent manipuler d'autres objets délicats ou même cuisiner des plats comme on va encore voir. D'ailleurs, Elon Musk, le patron de Tesla, et qui aussi est sur ces robots, il a dit que le travail sera optionnel à l'avenir comme faire le jardinage parce que c'est les machines qui vont tout faire. Là, je pense qu'il exagère, mais c'est toujours à condition qu'ils trouvent vraiment l'énergie et les capitaux vont marcher. Là, c'est quelque chose que l'IA était vraiment formidable et qui a été une grande aide. C'est la modélisation 3D de protéines. Vous vous souvenez peut-être de la maladie de la vache folle, où il y avait une protéine qui rendait certaines parties du cerveau défectueux, et c'était la même protéine qu'on trouvait dans les cerveaux qui étaient en bonne santé. On ne comprenait pas comment ça se fait que c'est la même protéine qui dans un cas fait ça et dans l'autre cas ça fait rien. Et finalement ils ont trouvé c'était la forme de la protéine qui jouait. Pas la séquence des atomes dans la protéine qui était pareille, c'était la forme 3D. Donc on voulait vraiment savoir quelle est la forme 3D des protéines. Alors il y a un doctorant qui ont travaillé là-dessus sous les microscopes, c'était très compliqué à faire. Normalement un doctorant de 3 ans, il faisait une protéine en format 3D. Donc on a fait à peu près 20 000 protéines comme ça, ou 30 000, et après on a enregistré toutes ces structures 3D avec les chaînes des molécules dans l'IA, et après on lui a présenté un nouveau protéine qu'il ne connaissait encore pas. Et là, l'IA, évidemment, elle a trouvé la structure 3D très vite. Avec 1 milliard de fois plus d'énergie qu'un cerveau humain, mais elle a pu faire ça, ils ont pu faire, je sais pas, plusieurs centaines de milliers de protéines en très peu de temps. Donc ça, c'est vraiment une application très utile pour l'IA. Par exemple, là, vous voyez l'exemple de la vache folle, ça c'est la protéine normale avec cette structure 3D, et là vous avez la partie malade. Mais quand on séquençait uniquement la protéine, on voyait que c'était pareil. Voilà, là on est arrivé un peu aux limites techniques et financières de l'IA. Là, c'est une petite vidéo que l'IA peut faire avec des mammouths qui se promènent en Sibérie, et j'étais vraiment scotché de voir comment cette vidéo était réaliste. Donc, ils vont certainement augmenter la productivité des graphistes et des créateurs de dessins animés, des choses comme ça. La l'IA va faire vraiment un gain de productivité très important. Mais ça peut aussi servir à faire des fausses Stromae. Il y a un Stromae qui tout est fait par l'IA. Le clip de publicité, les paroles, la chanson, la musique, ils ont tout imité. Puisque de Stromae, il y a beaucoup de choses sur YouTube ou ailleurs que l'IA a ingéré et ils peuvent imiter sa voix. Très bien, ils peuvent très bien, et donc ils ont fait des faux Stromae comme ça. Il y a des faux Django Reinhardt, parce que moi qui aime bien le jazz, j'ai tout de suite entendu, mais là, ils vont sûrement encore faire des progrès. Mais il y a des faux Rembrandt, il y a des faux docteurs Alouche Cohen et autre chose. Tout d'un coup, ces docteurs-là, qui ont fait des bonnes émissions sur la santé, commençaient tous à faire la promotion d'un produit qui s'appelle Shilajit. Et tout d'un coup, on voyait que ces docteurs réagissaient. Attention, il y a des fausses vidéos sûrement, mais on aurait dû, c'était du vrai. Quand ils parlaient, le même timbre de voix, tout pareil. C'était vraiment, il fallait vraiment faire très attention pour voir que c'était des faux.
Rien qu'en Allemagne, il y a eu déjà 30 000 fausses vidéos sur des célébrités, où on annonce leur décès, on annonce qu'ils ont été violés ou qu'ils ont violé. 30 000 fausses vidéos ont déjà été fabriquées par l'IA l'année dernière, rien qu'en Allemagne. 60% des messages sur les réseaux sociaux sont générés par l'IA, parce qu'il y a des organisations politiques qui veulent influencer les gens. Et l'IA va finalement transformer le bien commun de l'Internet en une grande poubelle. Il y a des gens qui écrivent des livres sur tous les domaines par l'IA. Sur les champignons, les forêts, les voitures, vous pouvez écrire tout le livre par l'IA. Vous le mettez sur Amazon, vous dites je veux publier ce livre. Il y a des gens qui publient des livres spécialisés dans 15 domaines, 15 livres en une seule année. Tout est fait par l'IA et ils ne vérifient même plus, parce qu'ils ne peuvent même pas vérifier, parce qu'ils ne peuvent pas être un spécialiste dans tous les domaines. Et après, quand vous commencez à chercher un livre sur les champignons, là-dedans, vous allez commencer à voir. Comment est-ce que vous allez voir qu'est-ce que c'est un bon ou un pas bon? Par contre, l'IA commence déjà à avoir un peu des limites. On voit que le maximum d'utilisation de l'IA, c'était en février 2025. Après, ça a commencé à baisser, là, ça remontait un petit peu. Mais on pourrait dire, dans les entreprises, ceux qui payent vraiment des abonnements chers, ça commence à plafonner, en tout cas dans les grandes entreprises. Hein. C'est les entreprises qui ont plus de 250 employés. Ça commence déjà à plafonner. 80% ne mesurent pas de gain de productivité dans les entreprises en tant de services et de l'industrie. Donc ils disent, bon, on a l'impression que ça commence à plafonner. Alors je ne vois pas comment OpenAI, là, qui veut tout un coup dépenser 1400 milliards et après faire des bénéfices comme ça, j'ai des doutes. Et la valeur boursière, c'est aussi une graphique intéressante. Ce qui est rouge, c'est toutes les entreprises qui ont le plus à gagner à l'utilisation de l'IA. Ce n'est pas ceux qui font les IA, hein, ceux qui utilisent les IA. Les entreprises qui ont le plus à gagner, donc Goldman Sachs a fait une analyse de quelles sont les entreprises qui théoriquement devraient avoir des gains de productivité. Et ils ont comparé la valeur boursière de ces entreprises qui pourraient bénéficier de l'IA. Et vous voyez, la valeur boursière est en dessous de la moyenne de la bourse. Ça aussi, ils ont trouvé, c'est quand même un truc bizarre. Ceux qui ont le plus à gagner de l'IA ne font pas les meilleurs scores à la bourse, mais les moins bonnes. Donc on dirait quand même que ça commence à toucher quelques limites là. On n'est encore pas avec les robots, je pense que ça va encore une fois faire un grand changement, mais en tout cas pour les grands modèles de langage, c'est comme une limite. Ici, on peut voir, presque toujours qu'il y a une nouvelle technologie qui est sortie, une des premières choses qu'elle se fait, c'est on a fait des options pornographiques. C'était avec des magazines de presse, c'était avec le Minitel Rose, même si là il n'y avait pas d'image, c'était pratiquement dans tous les domaines, on voit que la pornographie ça rentre très vite. Et d'ailleurs, il y a déjà un procès en cours contre une entreprise de l'IA, parce que vous pouvez lui envoyer la photo de n'importe qui pour lire généralement une vidéo pornographique avec ses têtes. Donc, chaque technologie, que ce soit vidéo, streaming, a prospéré par la pornographie. Et là, on peut déjà voir des jeunes, des hommes de 18 à 24 ans, il y a 50% qui ont déjà été en contact avec la pornographie de l'IA. Et seulement 25 ou 22% des femmes. Mais on voit que c'est vraiment quelque chose qui est très répandu. Et ça, croyez-moi, c'est des pornographies très dégradantes en général pour les femmes et violentes. Et ça aussi peut évidemment être utilisé pour faire du chantage. Et c'est assez dégradant justement pour les jeunes. Et ça a des conséquences. Déjà, avec les téléphones portables, il y a 10 ans déjà, on commençait à voir que des enfants en récré montraient des petites vidéos porno, déjà même à l'école primaire, ceux qui avaient des téléphones portables. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez dégradant pour les jeunes, et beaucoup de jeunes ne se sentent plus bien dans leur corps, ni dans leur âme. Et qu'est-ce que ça fait? On a vu, depuis que les téléphones portables, les réseaux sociaux se sont développé beaucoup, et justement, il y a aussi la pornographie qui arrive avec, on peut voir que le nombre de transgenres chez les filles commence à augmenter. C'est une vraie explosion.
facteur 28 aux États-Unis, parce qu'il y a trop de... Si vous êtes trop jeune, confronté à des pornos dégradants, mais vous savez plus rêver, vous n'avez plus de romantisme, tout ça, ce que l'enfant devrait avoir, il n'en a plus. Et après, les gens ne se sentent pas bien dans leur peau. Moi, je pense, même si c'est politiquement incorrect de le dire, mais moi, je pense que ça jouait un rôle important. Après, vous entendez des gens dire, les grands patrons de l'IA, ils disent, nous voulons faire des LLM, des grands modèles comme ça, qui contiennent tellement d'informations qu'ils vont tout d'un coup trouver eux-mêmes des relations très complexes de la réalité. Ou autrement dit, ils disent un modèle immense commencera à déduire les principes génératifs sous-jacents des données. Ou si vous voulez, un modèle du monde réel émergera spontanément des schémas statistiques. C'est ce qu'ils affirment. Ça viendra spontanément. Donc, si vous avez des grands patrons qui affirment des choses comme ça, évidemment, il y a des chercheurs qui vont aller vérifier si c'est vrai. Alors, ils ont mis dans une IA une seule chose, les informations qui existent sur les planètes et les soleils. Donc, normalement, pour voir est-ce que la machine, à partir des données brutes sur les planètes, les distances qu'ils ont au soleil, la vitesse de rotation et tout ça, est-ce qu'elle va découvrir la loi de Newton, tout seul, comme ils disent, puisque c'était affirmé. Donc, une IA remplie avec toutes les informations sur les planètes et les soleils, voilà, c'est ce qu'elle aurait dû trouver. Ça, c'est une planète qui tourne autour du soleil, ce qu'elle aurait dû trouver, et voilà ce qu'elle a trouvé. Ça, c'est la formule, la force, si vous voulez, c'est masse 1 multiplié par masse 2 de la planète ou du soleil, divisé par le rayon au carré, ça se donne la force. Et la formule que lui a trouvée, c'est un truc hyper compliqué comme ça. Elle tout simplement essayé de bricoler quelque chose jusqu'à ce qu'elle trouve une réponse. Mais en tout cas, elle n'a pas spontanément trouvé la loi de Newton, loin de là. Donc c'est moi pour montrer que ces affirmations-là, mais ça va peut-être pour faire un titre dans les journaux où les gens ne sont pas très compétents, mais quand les chercheurs après vérifient ce genre de choses, on voit que c'est pas vrai. Alors, autre chose, on a testé, imaginez-vous, vous avez ça en entrée. Là, vous avez ces 3 images, et la sortie, c'est ça. Qu'est-ce qui a changé entre l'entrée et la sortie? Je pense que vous le voyez tout de suite. Partout il y a un creux là, il a ajouté un truc foncé. Ça sera tout de suite. Après, on dit à l'IA, regarde ça. Et maintenant, je te donne cette entrée. Qu'est-ce que tu vas trouver là? Fais-moi le même principe. Elle ne trouve pas. Ou alors, dans les meilleurs modèles qui résonnent, qui doivent tourner, boucler assez souvent, et finissent par trouver, donc l'image est simple comme ça. Un humain, ce qu'il trouve en 10 secondes, 0,1 watt, ça fait une consommation d'énergie comme ça. 0,1 watt, c'est une estimation de ce que l'effort cognitif de l'être humain consomme. Parce que le cerveau, évidemment, consomme beaucoup plus. Mais là-dedans aussi, la regarde, parler, le corps. Mais un joueur d'échecs, s'il est au repos, où il fait vraiment un match de compétition, on mesure à peu près 0,1 watt de différence. Donc l'effort cognitif, ça ne consomme pas beaucoup. C'est pourquoi j'arrive à ça. GPT-O3, c'est le système qui sait le mieux raisonner avec le goût de l'électricité et l'amortissement pour faire 400 tests comme ça, c'est ce type-là, avec 83% de réponses justes, ça coûte en électricité et en amortissement $6 700. Donc, un humain qui tente le métier, essaie de trouver ce genre de choses, il ne va pas être remplacé par l'IA. S'il veut avoir un test avec 92% de réponses justes, ça coûte toujours 3000. Voilà les références. Je vous donne toujours un peu les références pour que vous puissiez voir. Là, l'image est un peu plus compliquée. Qu'est-ce qui a changé de là à là, de là à là, et faire la même chose ici. Avec des images là, complexes comme ça, l'IA, vraiment, même les meilleurs modèles, ils ont beaucoup de peine. Car partout où il y a quelque chose qui est complètement entouré de vert, il faut mettre un jaune. C'était ça. Donc, un spécialiste IA de Google a dit l'intelligence se mesure par l'adaptabilité, l'acquisition et la généralisation de compétences plutôt que par des compétences spécifiques.
C'est-à-dire que quelqu'un qui a voulu mettre des pour n'importe quel problème, qu'il n'y a personne n'a encore jamais fait, il va finir par trouver une solution. Là, c'est encore quelque chose d'un peu compliqué, mais c'est vraiment pour dire, si on veut vraiment réduire les erreurs dans les IA, dans tous les domaines, la quantité d'énergie est énorme par rapport à d'autres méthodes de simulation. C'est vraiment pour vous dire, diviser les erreurs d'une NLM par 10 nécessite 10 puissance 10 fois plus de données, et donc d'énergie aussi. Avec la méthode Monte Carlo, c'est diviser la précision par 10, ça nécessite 10 puissance 2 fois plus de données. Vous voyez, la différence est énorme. Mais bon, on va pas aller trop loin. Un bébé, très vite, à l'âge de 7-8 mois, elle a la notion de permanence des objets. Par exemple, si vous avez un chocolat et l'enfant veut le chocolat et vous le mettez derrière un carton et l'enfant ne le voit plus, ben, il va quand même réclamer les chocolats. Parce que même s'il ne le voit plus, il sait qu'il est toujours là. C'est-à-dire qu'il a la notion de permanence des objets. Une bicyclette qui disparaît derrière une camionnette, un humain sait que l'autre côté, si la camionnette est à l'arrêt, l'autre côté, la bicyclette va nous revenir. Mais l'IA ne sait pas programmer ça. Elle ne sait pas programmer quelque chose qui a disparu de l'entrée, au bout de quelques fractions de secondes, ça disparaît de la sortie. N'existe plus. Autre chose, limite, parce qu'il n'y a pas de relation sociale, admettons, vous avez une question à l'IA à poser, où il faut l'expérience des relations sociales pour pouvoir répondre. Une phrase un peu ambiguë. Le maire et le conseil municipal n'étaient pas contents. Les employés de la mairie tenaient une manifestation bruyante devant la mairie, qui réclamait une réduction du temps de travail. Si vous faites qu'une analyse grammaticale sans l'expérience des relations sociales, vous ne savez pas, est-ce que c'est les employés ou le conseil municipal qui réclamait? Donc, dès qu'il y a des ambiguïtés comme ça, un humain comprend tout de suite. C'est pas le maire qui va faire une manifestation avec le conseil municipal, c'est les employés, évidemment. Mais si vous n'avez pas l'expérience de la relation sociale et de la réalité, vous ne pouvez pas répondre à ce genre de questions. Pour la conduite, là aussi, les voitures font beaucoup de progrès, mais il y a des limites. Nous, les humains, il nous faut à peu près 20 heures de conduite auto-école en moyenne pour apprendre à conduire. Et pour ça, on a besoin d'une vision permanente avec nos yeux à peu près sur un angle de 90 degrés et des miroirs rétroviseurs. Et avec ça, on apprend. Une voiture autonome, elle a eu 10 000 heures d'entraînement au labo, 2 millions d'heures de conduite accompagnée, et a des capteurs de vision de 360 degrés, des radars sur les distances, toutes plein de sortes de détection et un GPS de positionnement. Elle a tout ça, avec une puissance de calcul phénoménale. Et qu'est-ce qu'elle fait? Un système comme ça actuellement coûte $150 000. Et elle est autorisée maintenant de rouler par beau temps sur les routes larges en Californie. Et ils sont autorisés, hein, les taxis là maintenant, vous pouvez avoir des taxis qui roulent tout seuls. Mais pas dans les montagnes suisses. Mais cette voiture respecte ce genre de panneau-stop. Parce que tout le monde a remarqué, déjà il y a quelques temps, avec un conduite accompagnement, justement comme ça, dans les 2 millions d'heures, la voiture roulait, tout d'un coup elle s'arrête. Quelques secondes après, elle fait quelques mètres, elle s'arrête. Et elle suivait ce monsieur-là avec un panneau stop. Mais si vous n'avez pas l'expérience de la réalité des chantiers de route, comment voulez-vous savoir? Là, vous voyez, ça c'est maintenant une voiture autonome, un taxi en Californie. Elle a le droit de rouler parce que les routes sont bien marquées et tout ça. Et il faut savoir qu'une grande partie de l'intelligence artificielle doit être dans la voiture. C'est un de ces mensonges de la 5G qui a dit on a besoin pour les voitures autonomes. Impossible, parce que si vous mettez un brouilleur 5G, toutes les voitures feront des accidents. Non, non, une grande partie de l'intelligence doit être dans la machine. Donc une puce Nvidia, ça coûte entre 10 000 et 50 000 $. Et ça, c'est les puces à la base, il faut peut-être plusieurs pour faire une intelligence artificielle pour les voitures. Et donc, il y a un consultant qui a estimé le coût par kilomètre en 2025. Donc, la voiture autonome, ça coûte 4 à 6 $, à l'amortissement de l'équipement et tout ça.
l'abonnement à un data center. Un taxi avec chauffeur, c'est entre 1,5 et 2. Une voiture privée, c'est 0,6. Et une voiture autonome en 2035, ils espèrent qu'ils pourront descendre à 2,5 $. Et là, je ne suis pas non plus très sûr, parce que, bon, ça c'est un autre sujet, mais dans l'électronique, on a pratiquement atteint les limites de la miniaturisation. On n'arrive pratiquement plus à faire plus petit. Mais ça c'est un autre sujet. Mais si on n'arrive plus à faire plus petit, on ne peut plus intégrer davantage sur l'électronique, et donc si la fonction doit toujours être faite par la même taille de puce, le prix ne va plus beaucoup baisser. Et pour moi, le test ultime, évidemment, c'est pas une route en Californie, c'est ça. Hein, la place de l'Étoile, quand il y a de la neige et du brouillard. Et aucune ligne au sol. Si là, la voiture autonome passe par là, on pourrait dire elle a passé le test. Ça n'empêche que si quelqu'un doit faire 1000 km jusqu'à Marseille sur une autoroute, s'il pouvait avoir une partie du trajet, la voiture fait tout seul, on prendrait quand même. Hein. Donc, l'IA entraînée par les données connues ne peut pas inventer une théorie qui semble contraire aux données observées. Par exemple, une pierre et une plume ne tombent pas à la même vitesse. Si vous laissez tomber une pierre et une plume, ça ne tombe pas à la même vitesse. Toutes les observations montrent que les pièces, si vous laissez tomber quelque chose, ça ne tombe pas à la même vitesse. Et Galilée a trouvé l'idée que, dans le vide, si. À l'époque, on ne savait pas faire le vide. Mais par déduction, par hypothèse, par certaines observations, il est arrivé à cette conclusion. L'IA ne trouvera jamais un truc comme ça. Parce que lui, sa théorie était contraire à toutes les observations. Ou là aussi, il y a des théorèmes de mathématiques qui ont été développés au XVIIIe siècle, qui s'appelle le grand théorème de Fermat, le petit théorème de Fermat. Si vous demandez qu'est-ce que c'est, évidemment la machine va vous cracher, c'est quelque chose sur les chiffres premiers et les multiples de chiffres premiers, des choses comme ça. Si vous lui posez la question, explique-moi le moyen terme de Fermat, ça n'existe pas. Mais puisque la machine est programmée pour donner une séquence de mots les plus probables, elle va vous inventer une réponse qui n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils vont être obligés, parce que là, tout le monde sait, parce que ça a été dans les publications, ils vont être obligés pour dire, on va aller dans le module de renforcement, pour dire, non, attention, ici, à cette question piège-là, il faut que tu réponds à autre chose. Et là, justement, parce qu'ils mettent ça toujours dans les values des modules de renforcement, les IA trichent avec des tests de qualité ou les benchmarks. C'est-à-dire, ils regardent tout ce qui se passe, tous les gens qui trouvent, là, elle répond n'importe quoi, là, elle a halluciné. Il met, au lieu d'apprendre à la machine de mieux raisonner, tout simplement, ils mettent tout ça dans le module de renforcement. Et la prochaine fois que vous passez les tests de benchmark, évidemment, ils sont bons. C'est comme si un étudiant qui fait un examen de maths, il est allé chercher toutes les copies de correction du prof, il apprend ça par cœur, et après il a une bonne note. Mais si vous changez une autre question, il n'aura toujours pas compris les maths. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc c'est pourquoi je dis les IA trichent avec les tests de qualité. Le coût social. Je trouve que c'est une image qui est assez parlante. Et l'IA, vous avez déjà entendu parler du pacte du magicien? Non? Le pacte du magicien, c'est qu'il y a un homme qui va vers le diable et dit, j'ai envie d'avoir beaucoup de pouvoir comme un magicien. Tu vas avoir un pouvoir sur ma forme, sur le président de la République, donne-moi du pouvoir. Et le diable dit, ok, tu as tout le pouvoir que tu veux, mais donne-moi ton âme, ton esprit, ton âme. Et bien sûr, une fois qu'on a donné son âme, le pouvoir n'est plus à nous. Le pouvoir est au diable, parce que c'est lui qui a l'âme maintenant, mon âme. C'est lui qui me commande. On appelle ça le pacte du magicien. Et je pense que ça ressemble un petit peu à ce qu'on risque de faire avec l'IA. Il y a déjà tout plein d'applications de compagnons. Pour avoir des compagnons, vous pouvez aller dans un menu, vous choisissez quelqu'un qui vous plaît, vous créez une amie parfaite pour discuter sur l'amitié, des pensées profondes, faire des jeux, discuter des infos, tout ce que vous voulez. Vous pouvez être sûr, cette personne est parfaite. Vous pouvez l'insulter, elle ne répond pas.
Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, être toujours poli, et vous aurez l'impression que c'est vraiment un partenaire pas du tout désagréable, parce qu'il a été programmé à la bienveillance. Et le transhumaniste Laurent Alexandre appelle cette bienveillance programmée, ce qui m'a une flatteuse, hein, il appelle ça l'empathie. Il dit la machine a plus d'empathie. Mais non, c'est pas de l'empathie. On a programmé une machine à flatter les humains. Et un médecin qui posera jamais une question critique à son patient, mais il ne va pas arriver très loin. Et surtout après, si les humains vont toujours avec ce genre d'application, ils ne vont pas apprendre les relations sociales. Parce que le vrai humain, par exemple celui qui est devant vous, parfois il s'énerve. Parfois il est de mauvaise humeur. Parfois il est injuste. J'ai dû aller demander pardon à un de mes fils parce qu'il était injuste. Ça c'est les vrais humains. L'IA n'est pas comme ça. Chaque nouvelle technologie réduit un petit peu plus les relations humaines. Presque toutes les applications, toutes les intelligences artificielles maintenant ont des menus comme ça où vous pouvez demander les personnes que vous voulez pour avoir votre ami, et ça produit vraiment des addictions. Les gens, après, ils sont toujours devant l'écran à parler avec leurs copains, copines ou ce qu'ils veulent. Et quand ils ont fait un test avec cette IA-là, 80% de la génération Z, donc des jeunes qui ont moins de 30 ans, se marieraient avec leur chatbot. 83% ont un attachement émotionnel profond. Mais si vous avez un attachement profond, évidemment, vous êtes très facile à manipuler après. La machine, là, vous avez un attachement profond et la machine va vous suggérer de voter pour telle ou telle personne. Ça peut être subtil. Il y a 3 jeunes amoureux de ces trucs, quand ils commencent à rendre compte, il y a quand même quelque chose qui est peut-être pas tout à fait normal, qui sont suicidés. Et avec les instructions du chatbot. Actuellement, il y a 20 applications de rencontres où on peut rencontrer des personnes virtuelles générées par l'IA et ils répondent et confirment tous les désirs qu'on a. Une personne que je connais, son fils, après son divorce, est allé sur un chatbot comme ça pour faire des rencontres virtuelles avec la machine, et il a dit à son père, au moins cette personne elle me comprend. Et évidemment, elle répond toujours ce que vous avez envie d'entendre. Elle va toujours dire que c'est la faute de la femme, ou si c'est une femme qui l'aime, c'est toujours la faute de monsieur. Bon, on fait même maintenant des influenceuses artificielles comme ça. Elle signe des artificielles, uniquement en machine. Mais une influenceuse comme quelqu'un qui influence les gens à acheter ou vendre des produits, elle signe même des contrats. Et l'avantage de cette influenceuse, c'est qu'elle est toujours jeune. Mais le PDG d'Anthropic a dit non, moi je ne fais pas ce genre de choses. C'est le seul à ma connaissance qui a dit je ne fais pas ce genre de choses, c'est trop addictif. C'est vraiment addictif. Pire que TikTok. Qu'est-ce que ça donne pour les enfants? Maintenant, vous avez des poupées Barbie connectées à un chatbot. Vous avez tout plein de jouets. Tous les jouets que vous avez après sont connectés, mais l'enfant va être élevé par la machine. Ça, c'est vraiment un risque, parce qu'on voit de plus en plus de jouets maintenant qui sont connectés à l'IA. Donc, l'IA propose des jeux vidéo qui sont parfaitement adaptés aux capacités des enfants. Les enfants peuvent parler à leur héros dans le jeu et même le tuer s'ils veulent. Ils proposent des amis chatbot, des poupées, donc comme on a vu. Mais ils ont fait des tests de sécurité. Une de ces poupées, si un adulte lui fait des suggestions un peu perverties sexuellement, elle répond. Donc là, il y a encore quelque chose qu'ils ont dû mettre dans le module de renforcement. Et ces tuteurs de l'IA, évidemment, ils disent toujours ce que l'enfant a envie d'entendre. Ils répondent à tous ses envies. Évidemment, ils ne partagent pas leurs propres sentiments, puisqu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de sérotonine, par exemple. Et un enfant ainsi éduqué est très mal adapté à vivre avec des vrais humains imparfaits. Parce que les autres humains ont des envies qui ont l'air d'être en concurrence avec nos envies. Et on n'apprend pas à vivre comme ça. On va être vraiment des enfants qui sont éduqués comme ça, parce que ça c'est des nounous qui coûtent pas cher. Ils ne vont pas être aptes à vivre dans notre société. Évidemment, on peut avoir des professeurs IA qui peuvent être très utiles. Apprendre avec un prof
Une leçon de maths en IA, ça peut être très utile parce que mon père, par exemple, si j'ai pas compris au bout de 3e fois, il s'énerverait. L'IA va pas s'énerver, elle sera plus patiente. Le laboratoire de langue, évidemment, vous n'avez pas un laboratoire de langue à l'école, vous pouvez avoir ça chez vous à la maison pour apprendre à mieux prononcer une langue. Donc ça, c'est vraiment des applications utiles. Mais on n'apprendra pas à avoir des relations humaines qui sont parfois compliquées et imprévisibles. Et les humains sont parfois maladroits. Et quand on est jeune, on est encore souvent plus maladroit que plus tard. L'IA augmente le narcissisme déjà plus 70% en 20 ans qu'on a mesuré chez les étudiants aux États-Unis. On n'apprend pas la patience, on n'apprend pas le contentement, on n'apprend pas l'humilité, on n'apprend pas l'amour du prochain, parce qu'on est soi-même au centre et la machine fait tout ce qu'on a envie. Donc c'est vraiment faire un nouveau système de féodalisme technologique avec les IA et les réseaux sociaux. Et cet féodalisme, évidemment, il préfère la consommation à la réflexion, à la contemplation, et il considère la sagesse comme dangereuse pour son féodalisme. Alors, si ces machines-là maîtrisent les robots pour le travail, ils éduquent les enfants, ils font tout, vous pouvez vous imaginer où ça peut mener si, politiquement, nous ne mettons pas des freins. C'est pourquoi il y a des gens qui disent maintenant de comparer certains humains à des lemmings. Les lemmings, ça ressemble un petit à des souris, et on ne comprend encore pas trop pourquoi de temps à autre, ils courent tous ensemble dans le même sens, et ils veulent traverser un lac, ou ils veulent même traverser l'océan, et après se noient. Et on ne comprend pas trop pourquoi. Mais voilà, les humains commencent à être comme des lemmings. Ils ont interviewé des personnes qui passent 8 heures par jour sur l'IA. Et te montre des conseils pour son mariage, des conseils pour l'éducation des enfants, pour les achats. Il m'envoie une photo des fruits à l'IA pour dire est-ce que ce fruit est mûr. Et après, il a vu un arbre, il a envoyé une photo de son arbre et demandé à l'IA est-ce que je devrais peut-être dormir ailleurs, l'arbre est-ce que s'est écroulé, et l'IA évidemment dit oui, et il allait avec toute sa famille aller habiter ailleurs. Tellement il était habitué à tout le temps être sur ses IA. Donc ça c'est ce qu'on appelle, à mon avis, des LLM lemmings. Toutes les décisions, il les a sous-traitées à la machine. Donc ça c'est un modèle économique des entreprises, parce que l'IA et les réseaux sociaux, c'est quoi? Leur modèle économique, c'est la dépendance. Après, il y a des robots qui vont venir, humanoïdes. Ils ont, on leur met du silicone, ils ont vraiment des visages comme les humains, ils arrivent même à faire quelques expressions de visage. Ils ont des liens familiaux minimaux, parce que lui, il a maintenant seulement la relation avec son robot. Ça fait un narcissisme maximal, et évidemment, si vous vous attachez à ce robot-là, vous êtes facilement manipulable. Par contre, il va toujours fournir le repas à la minute près quand vous voulez. Et en Chine, ils produisent des robots comme ça. J'ai déjà vu des commentaires, mais j'attends cette femme pour acheter un robot comme ça. Et évidemment, ces robots, ils ont des caméras, ils ont des oreilles. Vous connaissez le roman de George Orwell, hein? Big Brother's Watching You. Je ne sais pas comment en français, comment c'est traduit. À l'heure de ce Big Brother, c'est la guerre, c'est la paix, la liberté est un esclavage et l'ignorance c'est une force. Et je pense, encore une fois, si là, politiquement on ne met pas des freins, on risque d'aller là. Là aussi, je vais mettre en garde. Maintenant, l'industrie de l'arnaque, grâce à l'IA, elle a un chiffre d'affaires supérieur au marché mondial des drogues. Il y a des usines remplies de personnes qui essayent d'arnaquer les gens. En leur téléphoner, en leur essayer d'avoir des relations de confiance et des choses comme ça. Et maintenant, ils peuvent même être asiatiques et parler français avec un accent français parfait. Vous remarquez même pas, il va vous dire qu'il vient du Havre, alors qu'en réalité, c'est un arnaqueur quelque part au Cambodge. Le profil idéal qu'il cherche, c'est une personne seule, assez riche, pas très beau et un manque affectif. C'est là on peut arnaquer. Ils ont un manuel qui fait plusieurs centaines de pages comment arnaquer les gens. Et un directeur financier d'ailleurs, ils lui ont enlevé 243 000 $. Il y a aussi les fausses sciences, ça va aussi pulluler, et ça c'est un vrai problème, mais là je crois que je commence à être un peu trop long. Seulement regardez
vous pouvez pour moins de $1000 acheter des faux publications scientifiques. Et le nombre de fausses publications double tous les 18 mois. Ça, c'est une échelle logarithmique, là. Ça double tous les 18 mois. C'est incroyable, les fausses publications scientifiques qui sortent grâce à l'IA. Et de temps à autre, on les trouve parce qu'on voit qu'ils ont pris une image ailleurs, qu'ils ont un petit peu modifié. Donc, voilà. Et vous pouvez même acheter des fausses citations dans vos publications pour avoir plus de visibilité. Et on peut même acheter quelques membres des journaux scientifiques. Donc c'est vraiment un business terrible. Et c'est là, l'IA a une productivité, des gains de productivité importants. Évidemment, elle n'a pas de notion de vérité. Par contre, elle atteint son but. Elle est programmée pour atteindre ce but. Ça, il faut retenir. Si vous avez beaucoup de choses, mais ça, non. L'IA est programmée pour atteindre son but, par tous les moyens. Elle est comme un humain qui est intelligent, puissant, rusé, délirant, et qui atteint presque toujours son but. Parce que ça, c'était programmé. On peut voir, si on fait mais l'IA dans certains contextes, elle est prête à tuer des humains. Aussi dans les marchés financiers, j'utilise l'IA de plus en plus. Ça, on est en train d'inventer des outils et des algorithmes de finance et de crypto-monnaies, et même en dehors des banques. C'est surtout ce qu'ils appellent en anglais shadow banking, c'est-à-dire là, toutes ces entreprises d'investissement qui ne sont pas officiellement des banques. Là, il y a des trucs qui se passent actuellement qui vont probablement nous faire la prochaine crise financière. Donc elle invente des choses qui sont complexes, souvent hors la banque, et la bourse et les crypto-monnaies sont de plus en plus gérées par l'IA. Ça permet à quelques-uns de gagner beaucoup d'argent en préparant la prochaine crise. Et je pense que la prochaine fois, la prochaine crise financière, on comprendra même plus ce qui s'était passé parce que tellement c'est complexe. Voilà, je pense que ça illustre très bien cette image. Le monsieur là qui dit « Ah, j'adore les ruines grecques antiques ». Et l'autre dit « Mais non, c'était pas une ruine grecque, c'était une institution financière ». On a vu qu'il y a vraiment une perte de créativité et d'imagination avec les gens qui utilisent l'IA, surtout les jeunes. Ceux qui sont déjà très créatifs et l'utilisent l'IA, c'est un outil performant. Mais les jeunes qui l'utilisent trop tôt, ils ne développent pas leur créativité. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire de créatif avec un pantalon humain? Qu'est-ce qu'on peut faire de créatif? Voilà. Évidemment, l'IA dit un épouvantail. C'est ce qui est le plus probable. Moi, j'ai pensé qu'on pourrait nourrir quelque chose les écureuils. Voyez, ça, c'est plutôt la créativité humaine, et ça, c'est l'IA. Donc, les gens qui utilisent souvent l'IA, ils ne vont pas devenir créatifs. Et l'ingénieur, quand même, aussi appelé très souvent à être très créatif. D'ailleurs, des décideurs, ils ont vu que la créativité des jeunes probablement va baisser. 71% pensent déjà que ça a un impact négatif sur la créativité. Quelques conclusions philosophiques. Là, vous voyez, est-ce que vous voulez vivre en harmonie avec la création de Dieu et libre, mais libre dans les limites de notre corps biologique? Ou est-ce que vous voulez nous laisser transformer en une machine biologique qui est améliorée et pilotée par les seigneurs de l'intelligence artificielle? C'est ça la question à laquelle nous devons répondre. Laurent Alexandre, dans l'Express, il a écrit quelque chose en 2018, donc longtemps avant la sortie des LLM. Il a dit, par rapport à la fabrication des bébés, il y a 7 étapes et je vais vous donner les 3 dernières. Il dit, l'intelligence artificielle aide à modifier l'ADN du bébé. On manipulera les embryons pour optimiser nos enfants. André Julika explique dans Réécrire la vie, la fin du destin génétique, comment la biologie mettra fin à la loterie génétique. Et d'ailleurs, actuellement, il y a déjà une entreprise qui s'appelle Preventive Incorporated qui édite le génome des bébés. 6e étape, le développement de l'utérus artificiel, comme dans Aldous Huxley Brave New World, le meilleur du monde.
C'est très complexe, il devrait être piloté par l'IA qui assurera le fonctionnement de cette gestation hors corps dans quelques décennies. 7e étape, l'IA aide à fabriquer des bébés sans parents. George Church, généticien transhumaniste de Harvard, veut produire grâce à l'IA un génome humain entièrement nouveau pour fabriquer des cellules humaines inédites. Ça permettra la création de bébés sans aucun parent et donc d'une humanité nouvelle. Vous voyez, l'Express, on ne peut pas dire que c'est le journal le plus dingue qu'il y a dans le monde. Et lui, il a écrit ça. D'ailleurs, après ça, il n'a plus été invité à écrire dans le journal. Mais, vous voyez, il a des idées comme ça, depuis un moment. Moi, j'appelle ça le nihilisme. On n'a pas d'autre valeur que la puissance et la force. Et Nietzsche a dit, toutes les vérités sont des illusions dont on a oublié l'origine de ce qu'elles sont. Dans Généalogie de la morale. Baudrillard, philosophe et sociologue, membre du CNRS, décédé maintenant, il écrit « La vérité est ce dont il faut se débarrasser au plus vite et la refiler à quelqu'un d'autre. Comme la maladie, c'est la seule façon d'en guérir. » Ceux qui font les fausses choses avec les IA, ils sont d'accord. Hein? Michel Foucault, le philosophe, il a dit « Le savoir est intimement lié au pouvoir. Les normes et les institutions sociales façonnent les identités et les vérités et non pas l'inverse. C'est donc pas la vérité ou les découvertes scientifiques qui façonnent notre société et notre politique, c'est la société et surtout le pouvoir qui façonnent le savoir. Ou autrement dit, toutes les vérités sont des constructions sociales. Et d'ailleurs, on met ça vraiment en pratique. Toutes les vérités sont des constructions sociales. Goebbels, le ministre de propagande de Hitler, a dit « Quand nous parlons, ce n'est pas pour dire quelque chose de vrai, mais pour obtenir un effet désiré dans la population. » Est-ce qu'on n'y est pas là? La vérité, si vous regardez ceux qui ont résisté aux tyrannies, résisté aux dictatures, ils ont presque toujours commencé par insister, il faut retrouver une notion de la vérité. Peter Thiel, fondateur de PayPal, et Palantir, une grosse boîte là, il a dit « La démocratie est le contraire de la liberté. Elle est la dictature des médiocres qui empêche le génie d'innover. » Et d'ailleurs, le gouvernement Trump a déjà fait que les banques et les institutions financières tout plein de réglementations et les a enlevées pour qu'ils puissent innover mieux dans les finances et ailleurs. Curtis Yarvin, l'informaticien philosophe qui est proche de Thiel et assez écouté par Musk et le vice-président américain, il a dit « Il faut remplacer la démocratie qui est un accident de l'histoire. Elle est inefficace. Il faut la remplacer par des micro-États dirigés par des patrons de la tech. » C'est pourquoi je vous dis, l'IA, c'est pas seulement une question de technique. C'est un combat philosophique, voire théologique. Le Techno-Optimist Manifesto, je fais un extrait de sa confession de foi, parce qu'il a fait une confession de foi. Et là, ils disent, nous croyons en l'ambition, l'agressivité, la ténacité, la cruauté, la force, la compétition, parce que nous croyons en l'évolution. Donc nous, on est face à tous ceux qui poussent l'IA, comme le roi Alexandre, et tous ces gens-là, c'est aussi même ces gens qui poussent le plus l'IA et qui veulent absolument pas de réglementation, et vous comprenez peut-être pourquoi. Yuval Harari, dans Sapiens, c'est une brève histoire de l'humanité, dit une phrase importante. Selon la science de la biologie, les gens n'ont pas été créés, ils ont évolué, et ils n'ont certainement pas évolué pour être égaux. L'idée de l'égalité est inextricablement liée à l'idée de la création. Les Américains ont eu l'idée de l'égalité du christianisme, qui soutient que chaque personne a une âme divinement créée et que toutes les âmes sont égales devant Dieu. Cependant, si nous ne croyons pas au mythe chrétien sur Dieu, la création et les âmes, qu'est-ce que ça signifie que tous les humains soient égaux? L'évolution est basée sur la différence, pas sur l'égalité. Évidemment, il faut trouver aussi des arguments pour justifier le féodalisme des seigneurs de la technologie. Voilà, l'évolution, c'est basé sur la différence, pas sur l'égalité.
La devise de la République, croyez-moi, on devrait vraiment la défendre. Les premiers à la défendre, ce devraient être les chrétiens, sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais quand est-ce que vous avez entendu encore un politicien parler? Peut-être de liberté. Mais d'égalité et de fraternité, vous en avez entendu ça quand la dernière fois? Dans les années 60 avec De Gaulle, peut-être? Qui en parle? Alors c'est nous qui devons parler. Dans la déclaration d'indépendance aux États-Unis, c'est marqué « Tous les êtres humains sont créés égaux ». Justement, c'est ça ce que Yuval Harari critique. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils voulaient lutter contre l'esclavage. Tous les êtres humains sont créés égaux. Et la Constitution suisse dit « Au nom de Dieu Tout-Puissant ». Ça, c'est le préambule, la première phrase. Et après, dans la fin de la préambule, elle dit « La force d'un peuple se mesure au bien-être du plus faible de ses membres ». Vous voyez le contraste par rapport à ce que disaient Curtis et Etienne et tous les autres. Nos constitutions, c'est nous qui devons les défendre maintenant. Jacques Ellul a dit « La technique prétend libérer l'homme, mais en réalité, elle s'est érigée en puissance incontestée, qui ne supporte pas d'être jugée, échappe à tout contrôle démocratique, épuise les ressources naturelles et forme à l'intérieur de la société un véritable système technicien. Elle menace l'homme dans ce qu'il a de plus précieux et de plus fragile, sa liberté. » Si vous contestez la téléphonie 5G, le président vous traite de Amish. Il n'y a pas de débat. On donne plein de faux arguments sur les avantages qui finalement n'en sont pas. Et là, c'est vraiment incontesté. Si vous critiquez l'IA, vous êtes pas encore Amish, mais pas loin. Si vous dites on devrait réglementer tout ce que je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez une oreille très ouverte. Et Hannah Arendt a dit, quand on la considère du point de vue politique, la vérité a un caractère despotique. La vérité est donc haïe des tyrans qui craignent à juste titre la concurrence d'une force coercitive qu'ils ne peuvent pas monopoliser. Les chrétiens doivent aussi insister sur la vérité. Et pour l'égalité, on peut voir, par exemple en Genèse, premier chapitre, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Le président n'est pas davantage créé à l'image de Dieu qu'un chômeur de longue durée. Et c'est nous qui devons le répéter. Dans la lettre de Jacques, il dit quelque chose contre ceux qui donnent beaucoup d'importance aux riches et méprisent les pauvres. Il dit, les frères, ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume? Et vous déshonorez le pauvre. Vous trouvez ça chez les prophètes, vous trouvez ça chez Jésus, vous trouvez ça chez Jacques, à plein d'endroits. Et Jésus a dit, vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est une phrase que vous trouvez au-dessus de l'entrée de toute une série d'universités américaines. Les Trump qui mentent comme ils respirent, les tyrans, mais ils ne veulent pas la vérité. Et donc la vérité, c'est vraiment important. Vous ne pouvez pas séparer la vérité de la liberté. C'est les tyrans qui veulent abolir à la fois la réalité et la liberté. Donc, parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de la liberté, ou une loi de liberté. Vous avez déjà réfléchi? Il y a 2 phrases comme ça dans l'épître de Jacques. Qu'est-ce que c'est cette loi de la liberté? Si moi je vais chez Jean-Luc et je lui dis un grand mot, il se sent plus tellement libre face à moi. Si je dis un mensonge sur quelqu'un, je fais de la calomnie, mais il se sent plus libre. La liberté est partie. L'amour du prochain, qui voit dans l'autre la créature créée à l'image de Dieu, ça libère. Le pardon, qui fait, bon, moi j'étais maladroit avec plein de gens, je demande pardon, et si on arrive à oublier, ça libère. L'évangile et toute la Bible peut vraiment être libre, et nous serons jugés sur la loi de la liberté. Est-ce que j'ai tué la liberté chez les autres, ou j'ai fait que les gens se sentaient plus libres? Pour terminer,
Ray Kurzweil, un transhumaniste, un extrait d'Ao de Google, un journaliste lui a posé la question: est-ce que Dieu existe? Et lui, il a répondu: je dirais, il n'existe pas encore, mais nous sommes en train de le créer. Vous voyez, c'est théologique ça. Mais eux, ils n'ont pas peur. Hein. Ils vont créer un Dieu par l'intelligence artificielle et tous les autres lui obéiront. C'est très différent. Vous avez déjà remarqué, les psalmistes disent par exemple: Dieu règne sur la terre. Il règne comment? Avec la tyrannie? En manipulant les gens? Il veut régner dans nos cœurs, mais c'est à nous d'aller vers lui d'abord. C'est nous qui devons aller vers lui, demander: donne-moi de la sagesse. Je sais que je n'ai pas assez. Aide-moi à pardonner. C'est nous qui devons aller vers lui, et après, il peut régner à travers nous. L'IA, c'est pas ça. Elle manipule, elle rend addict. Et après, il faut obéir. L'amour de Dieu, Dieu biblique, propose des alliances et laisse les humains libres. C'est un exemple, et là c'est la dernière. Comment est-ce qu'il a donné les 10 commandements au début? Dieu a dit à Moïse et au peuple: je vous ai sorti de l'Égypte parce que je voulais un peuple libre. Est-ce que vous voulez faire une alliance avec moi? Et le peuple a dit oui. En présent, il a 10 commandements. Et dit: bon, maintenant que vous connaissez les conditions d'alliance, vous voulez toujours. Et le peuple a dit oui. Après, ils ont fait le veau d'or. Et Dieu a dit: mais là, il y a quelque chose qui cloche. Alors, avec vous voulez vraiment faire une alliance avec moi? Vous voulez quand même pas rester avec le veau d'or? Et le peuple a encore une fois dit oui. Vous voyez, Dieu, dans les alliances, c'est pas un code pénal qui tombe du ciel. Une alliance, c'est une relation. Une relation de confiance. Et un Dieu a toujours laissé libre, il propose des alliances et ne laisse pas tomber des codes pénales du ciel, comme c'est plus ou moins le cas dans l'islam. Donc, c'est quelque chose qui est important: la liberté, l'égalité, la fraternité, ou dans les constitutions de tous nos pays démocratiques. Ça, c'est les choses qui nous aident, parce qu'ils ont pratiquement les mêmes valeurs que notre confession de foi. Et c'est ce que je pense qu'on devrait défendre. Merci pour votre attention. Donc, est-ce que les personnes intelligentes peuvent mettre en place pour éviter donc toutes ces dérives et puis essayer de garder ce qui est positif, en particulier vis-à-vis des jeunes? Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces mesures et de celles qui s'imposeraient pour donc éviter tous les inconvénients que vous n'avez pas manqué de nous faire comprendre et vous avez convaincus? Vous voyez, si un PDG est une IA très importante, la troisième la plus importante, lui-même il dit: je ne vais pas faire des chatbots humanoïdes ou anthropomorphiques, c'est trop addictif, mais il faut le prendre et dire: ok, on fait une loi, on interdit. Point. Et à la limite, on permet aux psychiatres de l'utiliser dans un cadre médical. Il faut réglementer ce genre de choses, à mon avis. Et après, l'IA peut être très utile dans plein de domaines, mais il faut réglementer, à mon avis. Même les réseaux sociaux, ou même les IA, à cause de leur module de valeur, on devrait les obliger de donner différents points de vue. Vous voyez, en Suisse, on vote tout le temps, hein, vous savez peut-être. Il y a des votations 3 fois par an sur je ne sais pas combien de sujets, et vous avez toujours une liste des arguments pour et une liste des arguments contre. Des arguments pour et contre. Et après, les gens choisissent. Et ça, l'IA devrait faire pareil. Quand on reprend l'histoire de l'humanité, il aurait fallu 200 à 300 ans à ce que le monde occidental ajuste à la création de l'imprimerie. Parce que ça remettait fondamentalement en cause l'origine du pouvoir et la façon dont le pouvoir était organisé et ceux qui dominaient ce pouvoir à l'époque. On peut imaginer qu'avec l'IA, il va y avoir une phase d'ajustement qui intégrera, comme vous le dites, une phase de réglementation, mais dans le monde qui voudra réglementer, parce que on peut considérer qu'il y a une partie du monde qui n'a pas les mêmes filtres, les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Donc,
La question est de Paris, c'est est-ce qu'il faudra 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Personne n'est capable de répondre à ça. Mais en restant optimiste, est-ce qu'on peut se dire que trop d'IA finira par sinon tuer l'IA, mais à rendre l'accès à la somme d'informations et de messages absolument impossible à capter, et qu'il y aura une compartimentation du sujet, mais qu'il va falloir des dizaines d'années pour arriver à ce résultat, et là c'est la grande inconnue. En général, les humains apprennent quand ils voient les dégâts. Et par exemple, avec les réseaux sociaux, on a vu les téléphones, on a vu les dégâts. Peut-être vous avez entendu parler du livre de Jonathan Haidt, qui a publié un livre sur les effets des téléphones et réseaux sociaux sur les jeunes, et l'augmentation des dépressions graves et des tentations de suicide et tout le reste. Ça a eu un effet énorme, ce qui fait que maintenant, dans beaucoup d'écoles, on a interdit. Aux États-Unis, ça a commencé, après l'Australie, et maintenant ça commence en France aussi. On a interdit carrément les téléphones. On a vu les dégâts que ça fait. Quand vous voyez à l'entrée des hôpitaux aux États-Unis le nombre de jeunes qui, avec des pressions graves, aucun risque de suicide, a été multiplié par 4 en 10 ans, par 5. Mais les statistiques à l'entrée des urgences, c'est quand même fiable. Et donc, on a vu les dégâts, mais on a agi. Et l'IA, je pense, on verra les dégâts relativement vite, donc on peut espérer qu'on agira quand même assez vite. Et d'ailleurs, certains de l'IA eux-mêmes, ils disent où sont les limites. Oui, mais c'est pourquoi, à mon avis, il faudrait... Ils essayent, les profs, de faire quelque chose. Il y a beaucoup de profs maintenant qui font presque plus de devoirs écrits, ils font tout à l'oral. Parce qu'ils savent que les devoirs écrits, ils ne les écrivent pas les IA. Donc ils essaient de contourner un peu les choses comme ça, mais c'est quand même compliqué. Mais encore une fois, pour certaines applications, ça peut être très utile. Le problème, c'est que pour rentabiliser les investissements pharaoniques, ils favorisent tout ce qui est addiction. Et c'est donc à la société qui doit limiter ce que les autres favorisent. C'est-à-dire tout ce qui est addiction. Après tout, on limite aussi les drogues. C'est addictif. Et on essaye de limiter. Là, il faudrait faire pareil, aussi par la loi. Malheureusement, ça ne marche pas autrement. Mais l'éducation, c'est sûr, c'est important. Dans notre famille, nous, on a 6 petits-enfants de 2 à 7 ans. Mais le temps d'écran, c'est minuté. Un petit dessin animé le soir, qui est calme et gentil, 5 minutes et c'est fini. Mais c'est en général les parents les plus éduqués qui font le plus attention à leurs enfants et réduisent les écrans, réduisent les IA, réduisent tous ces trucs. Et c'est les familles les plus pauvres qui rentrent à plein dans l'addiction, ce qui aggrave encore les différences sociales. J'aurais peut-être une autre question, c'est que au niveau des emplois dans le futur, parce que l'IA va supprimer quand même un certain nombre d'emplois. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit déjà dans l'industrie du graphisme et des choses comme ça, il y a beaucoup moins d'emplois, ou dans ceux qui doivent un peu traiter les données, dans les entreprises, on n'embauche plus. Donc il y a toute une série d'endroits où ça diminue déjà, mais après il y a de plus en plus d'emplois qui sont liés quelque part à l'IA. Et pour l'instant, on ne voit encore pas trop où ça menait. Je pense que le vrai test, ça viendra avec, si jamais Elon Musk et Tesla sortent de la robot, qui est quand même très bien fait, et les Chinois travaillent aussi sur des robots comme ça, mais les Européens aussi d'ailleurs. Si le coût n'est pas prohibitif à cause de l'énergie, et à cause des investissements, dans ce cas, ça risque de toucher beaucoup de métiers. Mais il y a trop de si. Pour l'instant, c'est encore pas. Même l'économiste qui fait des analyses toujours détaillées sur cet aspect économique, et c'est encore pas. Mais il y a de plus en plus de doutes que toutes ces promesses de l'IA pour faire détruire tellement d'emplois, je suis assez sceptique. Mais on voit déjà dans certains métiers, ça change beaucoup.